Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au burn-out. Je vais ici vous présenter les profils à risque. Nous verrons ensuite comment poser un diagnostic de burn-out, voir aussi que faire si on soupçonne le fait de faire un burn-out. Nous verrons la durée d'un burn-out et enfin quelques conseils pour l'entourage. Alors tout d'abord, quels sont les profils à risque? Alors, on entend souvent que le burn-out, c'est la maladie des faibles, hein, que le fait de mettre un genou à terre, c'est un signe de faiblesse, qu'on n'a pas une bonne résistance au stress et à la charge de travail, alors qu'en fait, c'est tout le contraire, en fait. Le burn-out, c'est plutôt la maladie, on va dire, des personnes fortes. Alors, on va voir ce qu'on entend par fort, hein, peut-être. Alors, un premier profil à risque, c'est celui qu'on va appeler le bon petit soldat. Vous savez, les personnes très investies, très motivées, loyales, dévouées, disciplinées. Ça, c'est le premier profil. Un deuxième profil, c'est ce qu'on appelle, vous savez, en analyse transactionnelle, les soi forts. Des personnes qui ont en général une très grosse capacité de travail, une grande endurance, couplée d'ailleurs souvent à une excellente capacité de récupération. Des personnes qui s'écoutent peu, qui peuvent être parfois même coupées de leur corps, qui peuvent d'ailleurs être sourdes aux signaux annonciateurs de burn-out, en particulier les signaux physiologiques, qui ont souvent tendance aussi à endosser de grandes, fortes responsabilités, parfois à se surresponsabiliser aussi, et qui ne savent pas toujours demander de l'aide, en fait, hein, quand elles sont en difficulté, si tant est qu'elles reconnaissent qu'elles sont en difficulté. Un troisième profil, c'est les idéalistes, hein, ceux qui font leur travail par conviction, en rapport avec leurs valeurs personnelles, qui font notamment des métiers à vocation, hein, les métiers qui touchent à l'humain, comme l'éducation, le soin, qui souvent poursuivent des idéaux élevés, hein, qui sont aussi des personnes souvent enthousiastes, très actives, très dynamiques, hein. Et puis enfin, on a les personnes ambitieuses, hein, celles qui aiment les défis, qui veulent réussir, qui ont un sens élevé des responsabilités. hem, et qui ont tendance à se donner des objectifs, élevés, hein, voilà et qui ont, souvent aussi un fort besoin de reconnaissance. Après, il y a d'autres profils évidemment, hein, qui sont malheureusement de bons clients, pour le burn-out comme, les enthousiastes, les perfectionnistes, ceux qui manquent de confiance en eux, ceux qui ne savent pas poser de limites, ceux pour qui le travail est une valeur forte, centrale, ceux qui parfois n'ont pas la compétence aussi, exigée par leur fonction ou, qui ont été insuffisamment formés à leur poste ou qui ont été très vite, obligés de se débrouiller un peu tout seuls, hein, sans soutien de la part de leur hiérarchie, par exemple. Alors peut-être vous vous reconnaissez, hein, dans ces profils. Alors comment est-ce qu'on peut poser un diagnostic? Alors on peut, objectiver, hein, le burn-out par un test. Donc le premier, j'en parlais dans la première vidéo, c'est, celui qui a été, 1er test, hein, celui qui a été créé par, Christina Maslach en 86. C'est ce qu'on appelle le MBI pour Burnout Inventory. Qui est toujours très utilisé. Il comporte 22 questions qui permettent d'évaluer les 3 dimensions du burn-out, à savoir l'épuisement professionnel, la dépersonnalisation de la relation, on parle parfois du cynisme et de perte de sens, et puis l'accomplissement personnel, ou plus exactement le manque d'accomplissement personnel. On a aussi le CBI pour Copenhagen Burnout Inventory, qui mesure l'état d'épuisement personnel, professionnel et ou relationnel. Et puis, on peut aussi s'appuyer, pour un diagnostic express sur les 3 critères de burn-out, selon Marie Peset, qui est une référence, du burn-out en France, qui est psychologue, docteur en psychologie et psychanalyste et qui est l'initiatrice, de la première consultation souffrance, au travail. Et ces 3 critères sont, une fatigue, intense, la perte de plaisir au travail, quand il y en avait bien sûr, et puis le besoin de stimulants. Voilà, donc ce sont 3 outils, voilà, qui peuvent permettre éventuellement, sans passer par la case médecin dans un premier temps, voilà, d'identifier un peu comment je me situe par rapport au burn-out. Hem, Maintenant, qu'est-ce que je peux faire si je soupçonne, un risque de burn-out? Probablement parce que je suis en burn-in, en fait, et donc comme je le disais, c'est le bon moment
pour s'arrêter, bah, la première chose à faire, en fait, si on ne se sent pas bien, si on est stressé, surstressé, comme dirait le docteur Léchémia, qu'on soupçonne un risque de burn-out, bah, en fait, c'est d'aller voir immédiatement son médecin traitant et le plus tôt, c'est le mieux, en fait. Le rôle du médecin, dans un premier temps, bah, c'est d'éliminer toute autre cause d'épuisement et puis de poser pardon, le diagnostic en fait de burn-out. Si vous êtes en burn-in, donc en pré-burn-out, vous pourrez aussi consulter un psychologue du travail, un psychologue clinicien ou encore un coach qui connaît bien le sujet. Et puis, si le burn-out est confirmé, là, clairement, vous devez vous faire arrêter pour récupérer, hein. Donc, la réponse, c'est repos, repos, repos. Alors, en complément de tout ça, le docteur Léchimia préconise, lui, un traitement basé sur 4 piliers. D'abord, aider à refaire les neurotransmetteurs, adrénaline, noradrénaline, dopamine, GABA et sérotonine. D'aider aussi les hormones, hein, comme le cortisol par exemple, aider aussi au stockage des neurotransmetteurs avec par exemple du magnésium, et puis restaurer la fluidité membranaire. Mais tout ça, le médecin pourra être de bons conseils, votre médecin traitant. Alors bien évidemment, le repos et la prise en charge médicale vont permettre de récupérer, hein, et ça c'est important, donc récupérer ce fameux flux d'énergie. Mais ça suffit pas nécessairement pour se reconstruire et puis se préparer à la reprise du travail. Et c'est là que vous pouvez à nouveau faire appel à un psychologue du travail, un psychologue clinicien, un coach, mais aussi peut-être un coach sportif, un nutritionniste, un sophrologue, et puis peut-être voilà, faire appel à des techniques comme le yoga, le qigong, la méditation ou autres. Et puis, une fois que vous aurez reconstitué vos réserves d'énergie, bah, vous pouvez également entamer un travail de relecture pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, tout ce qui touche à l'affirmation, à l'estime de soi, faire des liens éventuellement avec des événements qui ont pu être traumatiques. Je pense notamment s'il y a eu des faits de harcèlement. Et puis, ça peut vous aider aussi à préparer une reprise. euh, qui soit voilà, juste pour vous. Peut-être aussi réfléchir à une réorientation. Parfois, un bilan de compétences peut être utile. Et puis, ça peut être aussi pour préparer sa sortie. Là, parfois, j'irais l'appel aussi, faire appel à un avocat spécialisé en droit du travail. Ça peut être aussi un soutien important. Euh, donc tout ça, voilà, ce sont des choses qui peuvent être intéressantes à avoir en tête, de savoir aussi, voilà, s'entourer, certes prendre soin de soi, certes aller voir un médecin, certes se faire arrêter pour reconstituer son flux d'énergie quand on est en burn-out, en burn-in, pardon, euh, et quand voilà, on est, je dirais, dans l'ambition du burn-out, voilà, qu'on ne s'est pas encore totalement fondé parce que là, de toute façon, de fait, on va être arrêté. Mais en tout cas, voilà, faire en sorte d'avoir cette prise en charge médicale, mais aussi une prise en charge, voilà, qui peut être paramédicale, si je puis dire, avec psychologue, coach ou autre. Et puis, je dirais presque en dernier, pas en dernier recours, mais aussi, en tout cas, vous faire aider par un juriste. Alors, combien de temps dure un burn-out? Ben, c'est compliqué de répondre, en fait. Je dirais ça dépend dans le sens où effectivement ça dépend et ça dépend de plusieurs facteurs en fait. Le premier peut-être c'est de combien de temps est-ce qu'on a tenu en fait avant de s'effondrer. Et souvent plus on a tenu longtemps, donc plus on était fort en fait, plus la chute va être rude et plus la récupération va être difficile et longue. C'est aussi quelque chose autour, on avait parlé dans une des vidéos du déni, combien de temps aussi pour accepter ce qui nous arrive en fait, pour sortir du déni, pour accepter de se reposer, pour accepter de, de, de se poser et de ne pas vouloir se mettre la pression et reprendre trop vite ses activités. Combien de temps aussi pour déculpabiliser en fait, arrêter de s'en vouloir en fait, parce qu'on n'a pas choisi en fait, c'est pas quelque chose qu'on a choisi de façon délibérée avec notre cortex préfrontal. Non, en fait, c'est le corps qui à un moment donné a décidé. Et puis combien de temps aussi pour retrouver goût à la vie, pour retrouver du plaisir euh, et éventuellement s'engager à nouveau dans le travail ou peut-être dans un nouveau projet professionnel, hein. Donc en clair, la durée d'un burn-out, elle est difficile, voire impossible à prévoir. Elle est probablement proportionnelle
à la profondeur et à la durée d'exposition aux facteurs stressants, en fait. Alors, quelques conseils qu'on pourrait donner à l'entourage. Bon, ça pourrait se résumer à trois mots, hein, compréhension, patience et dialogue. Alors, le burn-out, c'est une épreuve évidemment pour la personne qui est directement touchée, mais elle l'est aussi, et c'est pas négligeable, hein, pour l'entourage, pour son partenaire ou sa partenaire, pour ses enfants si on en a. Quand on est en couple, le couple peut être mis à rude épreuve. Parfois, les enfants peuvent être inquiets, impatients de vous retrouver joyeux et plein de vie. Donc, c'est important aussi de pouvoir mettre des mots sur ce qui se passe quand c'est possible. Euh, des mots, bien sûr, qu'on va adapter aussi en fonction de l'âge des enfants. Mais en tout cas, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que ce qui est important pour l'entourage, c'est d'être compréhensif, de s'informer, peut-être comme vous le faites ici aujourd'hui, sur le burn-out pour comprendre en fait ce qui se joue pour la personne, comprendre que c'est pas un choix, comprendre que c'est pas un caprice, s'armer de patience, bien sûr, euh, euh, être le plus possible dans le dialogue, hein, et en même temps dans le respect du non-dialogue si la personne à un moment donné voilà, a besoin juste de repos et de silence. Ce qui est important aussi, c'est de prendre soin de soi, de se faire aider, parce qu'on n'est pas ni le médecin, ni le coach, ni le psy de son partenaire. Donc, c'est un peu comme les aidants, quoi, hein. Vous savez, quand on accompagne une personne handicapée ou une personne en fin de vie, une personne malade, ben, on a aussi besoin, à un moment donné, de pouvoir déposer la charge mentale et émotionnelle qui pèse sur nous. Donc, voilà, c'est important, vous aussi, voilà, de vous faire accompagner pour pas, peut-être vous aussi, je dirais, être en burn-out. Euh, c'est important de savoir aussi que le burn-out, ça peut être l'occasion aussi de responsabiliser parfois ses enfants quand c'est possible, ou de rééquilibrer aussi la charge mentale parfois due aux tâches ménagères. Et aux tâches quotidiennes. Donc ça peut être aussi une occasion à un moment donné, voilà, de revoir un petit peu l'équilibre qu'on avait pu trouver jusqu'ici. Euh, le burn-out, il peut aussi entraîner parfois des répercussions plus ou moins heureuses dans la famille, hein, les parents, la fratrie, cousins, cousines, parfois parmi les amis aussi. Parfois, les relations peuvent être bouleversées, parfois on perd des contacts. À l'inverse, on peut aussi parfois découvrir le cœur et la bienveillance d'autres personnes. Voilà, ça redistribue les cartes, c'est certain, et probablement pour le meilleur, c'est-à-dire pour quelque chose qui sera probablement plus juste en termes de justesse, plus authentique, et peut-être de renouer avec, au fond, ce qui est important pour soi, en fait. Merci en tout cas pour votre attention. J'espère que cette troisième vidéo vous aura plu. Euh, Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment prévenir le burn-out, comment le surmonter, et puis comment gérer le retour au travail. Moi, je m'appelle Mariette Strup, je suis psychologue du travail, je suis formatrice, coach, consultante en bilan de compétences. Je propose également des consultations en soutien psy via Doctolib. Voilà, donc si vous avez besoin, envie de trouver un espace sécurisé, un espace de bienveillance et d'écoute, ma porte est ouverte pour vous accueillir et échanger avec vous. Et puis, en fonction de là où vous êtes ou là où vous en êtes, si vous avez besoin justement de faire cette relecture pour comprendre ce qui s'est passé, si vous avez éventuellement aussi besoin de vous préparer à la reprise du travail ou peut-être vous engager dans un nouveau projet professionnel, bah, n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez ici mon mail, mon téléphone, et puis vous pouvez également me contacter via Doctolib. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la toute prochaine vidéo. Au revoir.